Bienvenue à tous, bienvenue pour ce webinaire en ligne concernant l'IA et concernant les usages en fait et les modifications que l'IA va apporter à nos métiers et aux tâches qui sont réalisées dans nos métiers. Alors, nous allons commencer tout de suite. Bienvenue à tous, hein, pour ceux qui viennent de se connecter. Je vous rappelle que le canal est disponible de façon à ce que vous puissiez poser des questions directement à Alexis, notre intervenant. Alexis Bogrov, pour le présenter rapidement, est un passionné dans le domaine de l'IA qui a des connaissances dans le domaine du développement de l'IA, qui va intervenir aussi bien sur la création d'LMM, la modification d'LMM, sur la programmation et sur le data mining, sur toute la partie gestion de la data. Donc, ce spécialiste, en fait, va parler avec vous pour parler justement des modifications et des possibilités de l'IA qui va intervenir dans les différents corps de métier, dans les différentes tâches aussi qui sont exécutées au niveau des métiers. Je vais bientôt lui laisser la parole. N'oubliez pas, vous avez le chat textuel si vous avez des questions à lui poser, si vous avez des informations à poser ou des connaissances ou des expériences personnelles que vous voudriez donner et partager avec les autres. Je vais tout de suite aussi commencer par une petite question, à savoir, nous allons faire passer plusieurs sondages au cours de cette formation, de façon à vous interroger sur les différents questionnements en fait, que vous pourriez avoir. Et le premier sondage, il va pas tarder à arriver. Et je vais déjà vous poser la question, à savoir quelles sont vos attentes concernant ce webinaire, notamment sur qu'est-ce que vous espérez apprendre de ce webinaire. Est-ce que vous espérez notamment que l'IA peut être appliquée dans le domaine, explorer les défis, acquérir les compétences pratiques en IA? Merci, je vois que ça répond très rapidement. Tout le monde est bien actif au niveau des réponses. Alors, il n'y a qu'une seule possibilité, hein, de réponse. Donc, effectivement, c'est ce qui est prédomine là en termes d'information, c'est découvrir comment l'IA peut être appliquée dans votre domaine d'activité dans votre domaine professionnel. On va avoir des questions, hein, qui vont être posées sur le domaine professionnel et je vais laisser la parole maintenant à Alexis qui fera une petite présentation rapide pour présenter rapidement avant Ziggurat. Ziggurat est un centre de formation qui prenons une spécialisation dans le domaine de l'IA et notamment nous avons plein de formations qui couvrent tous les domaines de l'IA, aussi bien au niveau de la data science, au niveau de la programmation, telles que des programmations Python, mais aussi au niveau de l'utilisation des outils d'IA comme Midjourney, ChatGPT ou Stable Diffusion. Voilà. Tout le monde a à peu près répondu au niveau des sondages. On a 78% de réponses, c'est très très bien. Je mets fin au sondage et voici les résultats que vous pouvez voir. C'est effectivement ce dont vous avez vraiment votre attente principale, c'est de découvrir comment l'IA peut être appliquée dans votre domaine. Je vais laisser la parole à Alexis Bogrov. Bonjour Alexis, bienvenue à toi. Bonjour Richard, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que vous m'entendez? Moi je t'entends, il n'y a pas de souci. Bon, parfait. Très bien. Alors, je vous partage ma présentation directement. Voilà. Est-ce que vous voyez correctement ma présentation? Parfait. Très bien. Bon. Merci, merci à tous d'être ici aujourd'hui et merci Richard, hein, pour l'introduction et pour cette présentation. Sans plus attendre, je vais démarrer et commencer à vous expliquer mon regard sur la transformation actuelle de l'économie par l'IA et donc quels sont les impacts, comment est-ce que vous pouvez en bénéficier. On va quand même aborder les points sur l'historique un peu de l'IA, qu'est-ce que l'IA vraiment, pour comprendre ce que c'est et pour donc pouvoir mieux appréhender les impacts et donc indirectement et directement pouvoir savoir comment en bénéficier dans votre entreprise, dans votre vie. Euh, on va aborder quand même les limites, même si ce n'était pas explicitement noté, mais ça fait partie des impacts et ça fait partie des contraintes qu'on doit bien prendre en compte lorsqu'on veut développer les projets d'IA. Et donc, on va finir sur les projets d'IA dans une entreprise à une plus grande échelle. Voilà, après avoir présenté brièvement comment vous pouvez vous former davantage
pour être à jour en IA et former vos équipes au passage. Alors, qu'est-ce que l'IA? Euh, Vous allez voir que dans les slides, hein, je vous prépare d'avance, il y a plus d'informations que ce que je n'aurai le temps de dire. Donc, pour ne pas courir à parler trop vite, je ne vais pas mentionner tout ce que j'ai mis dans mes slides, mais vous aurez les slides par la suite, je vous les enverrai. Et ça vous fera une sorte de petit cours auquel vous pourrez vous référer. Alors, tout d'abord, donc d'après Gartner, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Donc, l'intelligence artificielle serait le fait de faire appel à des techniques d'analyse avancées. Et donc, ces techniques d'analyse, à quoi elles servent? Elles permettent d'interpréter, d'automatiser, de soutenir les décisions en entreprise, d'entreprendre certaines opérations. Donc, on va voir qu'effectivement, à travers l'ensemble des exemples que je vais vous donner par la suite, on retrouve beaucoup la partie automatisation, interprétation. Il n'est pas mentionné prédiction, mais souvent, c'est lié, ça va avec. Alors, j'aimerais vous parler de l'IA autour de nous tous les jours, hein, parce que même si on parle beaucoup de l'IA avec ChatGPT notamment aujourd'hui, l'IA, en fait, c'est là depuis très longtemps et sous plein de formes. Donc, l'IA de tous les jours et qu'on manipule presque directement, on peut la trouver à travers les publicités ciblées, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les applications comme YouTube, tout ce qui nous est recommandé en fait, hein, dans la plupart de ces applications-là, ce sont des algorithmes d'IA qui sont derrière. Sur la partie business, donc en analyse de données métiers, sur des prévisions de tendance, de la segmentation clientèle, sur la partie recrutement ou sur certaines automatisations de process, on va aussi avoir de l'IA. Et donc, bon, celles-là, on est quand même relativement au courant qu'elles existent. Normalement, ce n'est pas nouveau pour vous. Ce qui est un petit peu moins évident, en fait, ça va être les systèmes que j'appelle invisibles. Par exemple, l'assistance à la conduite. Aujourd'hui, beaucoup de voitures qui sont neuves sont munies de systèmes d'assistance qui donc ont pas les LLM d'IA comme ChatGPT à l'intérieur, mais qui ont quand même des parties de machine learning, qui est une part de l'intelligence artificielle qui permettent de contrôler le comportement de la voiture pour vous mettre en toute sécurité. Et dans les nouveaux outils, presque pas besoin de les mentionner, hein, avec les chatbots, la génération de vidéos, de textes, d'images, un peu tout ce qu'on entend parler quand même beaucoup aujourd'hui. Alors, très brièvement, en termes d'histoire, j'ai pris ces trois personnes un peu représentatives, mais bien évidemment, il y a beaucoup plus de personnes hein, qui ont contribué à l'invention de l'ordinateur et du machine learning, de l'intelligence artificielle. Donc, Alan Turing, qui a commencé, l'un des premiers à avoir parlé de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'IA? Est-ce que vraiment un ordinateur peut être euh, intelligent? Au niveau de l'humain et donc avec le fameux test de Turing, voilà. Bon, qui est très discuté hein, dans le monde de la recherche, mais ça reste quand même une première base. Et donc ça, c'était en 1950. Et après, on a Rosenblatt, donc Frank Rosenblatt, qui a créé ou qui a implémenté plutôt le premier perceptron, qui est en fait la base de ce qui est aujourd'hui un réseau neuronal, et donc le deep learning, et donc ChatGPT notamment, tout ce qui est reconnaissance d'image également. Et Yann Lequin, donc ça c'était en 57, et Yann Lequin, donc, beaucoup plus récemment, hein, c'est un Français, alors il fallait quand même le mettre dedans. Il a été pionnier dans les réseaux convolutifs, et donc dans les années 90, il a contribué vraiment à ce que la reconnaissance d'image s'améliore. Voilà. Mais sachant que ces réseaux-là, aujourd'hui, on peut les appliquer sur toute une panoplie d'applications. Alors, qu'est-ce qui a permis l'évolution de l'IA? Pareil, je vais très brièvement dessus. J'imagine que vous avez déjà vu ce genre de présentation. Je rappelle quand même la puissance de calcul, la quantité de données. On digitalise tout avec nos smartphones, avec nos habitudes, nos modes de vie aujourd'hui. On génère énormément de données à chaque seconde. Donc, en fait, ça, avec l'avancée des algorithmes, ça permet de faire vraiment une montée en puissance sur nos capacités d'analyse. Euh, Qu'est-ce que le deep learning? Peut-être que certains d'entre vous se posent cette question. On entend beaucoup parler de deep learning, mais c'est souvent très vague. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail non plus, donc je vais pas vous donner une réponse ultime. Mais ce graphique qui est inspiré hein, du livre de Ian Goodfellow, qui est l'inventeur des GAN, des réseaux génératifs, donc en fait, ce qui a mené plus tard à ChatGPT notamment.
eh bien, définit de cette manière-là le deep learning en disant que c'est un système qui permet d'avoir des représentations internes. Donc, c'est un modèle qui peut se représenter des choses dans son cerveau si on schématise pour simplifier. Et donc, où est-ce que ça se trouve par rapport à l'IA? Bah, l'IA, ce serait le grand ensemble. Le machine learning, ce serait la partie technique. Et le deep learning, ce serait un sous-ensemble de la partie technique, c'est-à-dire les modèles profonds, donc des modèles spécifiques qui sont faits pour des tâches bien particulières. Et merci effectivement d'avoir mis la référence de Goodfellow dans le chat. Euh, donc vous pouvez vous y référer et j'ai également mis le lien qui sera cliquable quand vous aurez la présentation. Euh, donc le deep learning serait un sous-ensemble de la partie technique qui est le machine learning. Et pourquoi technique et l'IA ne serait pas que technique? Parce que l'IA, ça peut aussi être des questions plus philosophiques et des questions politiques. Est-ce que l'IA est consciente? Est-ce que l'IA a de l'intuition? Ça, c'est la partie un peu philosophique. Et qu'est-ce qu'on veut faire avec l'IA si ça remplace pas mal de jobs? C'est des questions plus politiques, mais ça reste des questions d'IA. Donc l'IA est vraiment quelque chose de très général. Euh, je précise aussi, l'IA, ça peut être des systèmes qui ne sont pas auto-apprenants. Euh, voilà, mais bon, ça c'est une petite parenthèse pour ceux qui sont davantage intéressés. Vous pourrez vous renseigner sur le sujet. Je tiens à passer très peu de temps sur ces slides, mais on est tout le temps en surface sur ce qu'est l'intelligence artificielle, alors qu'en fait, on peut très simplement vraiment comprendre de quoi il s'agit avec ces deux équations. Alors, on ne va pas faire de maths, c'est juste pour vous dire que pour faire de l'IA, on a besoin de deux choses. Un modèle, qui peut comprendre des choses. Si on fait le parallèle avec notre cerveau, un enfant ne connaît rien et à force de se confronter au monde, il peut progresser et devenir plus intelligent. Bah, notre modèle de base, ça va être la régression linéaire que, de manière très surprenante, on peut retrouver dans énormément de modèles de machine learning et de deep learning. Donc, souvent, vous avez cette petite formule. Donc, ceux pour qui ça ne parle pas, vraiment, on essaye juste, en fait, avec X qui est notre donnée, de prédire souvent Y qui va être, peu importe, donc une part de cette donnée. Admettons que j'ai une classe, j'essaie de prédire les notes des gens dans cette classe. Je vais me baser sur X qui serait l'âge des personnes de cette classe. Eh bien, en fait, notre modèle, pour apprendre, et c'est là toute la question, il va modifier A et B itérativement. Et donc ça, il va le faire avec un optimisateur. Et donc l'optimisateur, comment ça fonctionne? En fait, l'optimisateur, en fonction des jeux de paramètres, on va avoir une initialisation aléatoire des paramètres à la base. Et donc, notre algorithme va dire n'importe quoi, mais ce n'importe quoi, ça permettra déjà d'avoir une idée de la performance de notre modèle. Et au fur et à mesure, grâce à un calcul de dérivée, ça remonte loin potentiellement, mais grâce à un calcul de dérivée, eh bien, on peut savoir quelle est la pente de cette erreur et donc améliorer itérativement les paramètres. Voilà. Donc c'est ça en fait, un modèle de machine learning. C'est comme ça que l'IA progresse. Alors, quels sont les impacts de l'IA? Je regarde brièvement si dans le chat, il n'y a pas de... Non, parfait. Merci encore pour les liens dans le chat. Non, j'ai pas de questions pour l'instant. Ok, N'hésitez pas à poser des questions hein, pour tout le monde qui sont connectés. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions. Nous ferons, à la fin de la session de webinaire, nous ferons en fait 15 minutes en fait, pour répondre à vos questions. Alors, j'ai une main levée, effectivement. Qui a levé la main? C'est Sébastien Julien, Arnaud Dupuis. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat hein, directement. Amaury ou Sébastien, si vous avez des questions, posez votre question dans le chat, on y répondra directement. À toi, d'accord. Bah, là, Alexis. justement, j'ouvre les questions. Je vois, donc, effectivement, la présentation, je vous l'enverrai à la fin. Il y a Sophie Autrage qui ne peut pas répondre au message qu'elle voit pourtant dans le chat. J'imagine que c'est dû au fait qu'il faut passer par le système de questions, hein. C'est bien ça? Je pense que c'est ça. Euh, alors, quels sont les impacts de l'IA? Donc, on va attaquer cette partie. Alors, réessayez. Normalement, c'est actif, hein. Vous pouvez réutiliser le chat. Je viens de checker. D'accord. Pardon, Alexis. Non, non, je t'en prie. Merci. On va attaquer cette partie et vous allez voir que la manière dont j'aborde les impacts de l'IA, ça va être en deux étapes. Je vais d'abord parler donc des tâches, donc de ce que peut faire en fait l'IA et de ce que l'IA fait déjà aujourd'hui. Ces tâches-là, je vais les découper en trois types de tâches, hein, vraiment les tâches basiques,
les tâches intermédiaires et les tâches que j'appelle avancées, qui sont potentiellement les tâches où on n'aurait pas imaginé il y a 10 ans qu'on puisse les remplacer par l'IA. Et dans un deuxième temps, on va parler un peu plus des métiers. Donc, c'est un peu plus l'aspect économique, l'impact sur le monde globalement et pas simplement techniquement. Aussi, vous pouvez le remarquer, j'ai mis l'emphase sur l'aspect substitut et complémentaire. Donc, en économie, on peut avoir un bien qui est substituable ou complémentaire d'un autre bien. Et là, en l'occurrence, le machine learning, l'IA, c'est la même chose, hein. On parle beaucoup de est-ce que ça nous remplace ou pas. En fait, c'est les deux. L'IA, ça nous complémente et ça nous remplace. Voilà. Et les deux dans différentes proportions dans chaque domaine. Euh, et donc, on va voir ça davantage avec l'ensemble des exemples que je vais vous présenter. Donc, si on commence par les tâches basiques, j'ai pris quelques exemples. Il y a une infinité de tâches et vous pouvez demander à ChatGPT pour en avoir davantage, bien évidemment. Ces tâches basiques, je sais qu'on est ici pour parler d'intelligence artificielle, mais pour parler d'IA, il faut aussi parler de ce qui n'est pas de l'IA. Et c'est très important. J'en parle très brièvement, mais c'est très important. Dans beaucoup d'entreprises, ce dont beaucoup de personnes ont besoin, beaucoup de systèmes, en fait, ont besoin d'un meilleur système d'information et pas d'IA. On y reviendra plus tard. L'IA, ça va vous aider dans beaucoup de situations, mais très souvent, ce que j'ai pu constater dans l'ensemble des entreprises avec qui j'ai pu être en contact, c'est un manque de la qualité du système d'information, mais on reviendra là-dessus plus tard. Et donc, les tâches que je vous propose ici d'améliorer avec l'IA, ce sont des tâches en fait, qu'on peut déjà faire en grande partie avec des algorithmes qui ne sont pas de l'IA vraiment, des optimisateurs classiques qu'on peut avoir dans Excel de base, ou alors avec un ensemble de règles, parce qu'en général, on n'a pas forcément besoin d'avoir un système très intelligent pour résoudre ces problèmes-là. Donc, on va voir la gestion de documents, le fait de pouvoir classifier, d'extraire, de faire des résumés. Alors, évidemment, aujourd'hui, les résumés sont devenus d'une qualité tout autre qu'il y a ne serait-ce qu'un an. Mais un résumé, ça peut être réussir à capter un ensemble de mots-clés. Ça peut déjà être très utile dans beaucoup d'applications pour lier les documents entre eux, les classifier. En termes de planning, là, je vous dis, les optimisateurs, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, vraiment intéressez-vous à la question. C'est très intéressant de voir comment un simple optimisateur qui existe depuis peut-être plus de 30 ans est très efficace pour gérer des plannings avec plein de contraintes et beaucoup d'employés. Bien évidemment, euh, quand on utilise ce genre d'outils, il faut que l'humain intervienne parce que ce n'est pas efficace au point d'être complètement indépendant, mais c'est des outils qui peuvent être très, très utiles pour nous aider dans notre travail. En termes de gestion des mails, donc la suppression, la gestion des réponses, extraire un peu des informations, faire des résumés, voilà. Tout ça, c'est des choses assez basiques qu'on a à peu près tous. J'ai essayé de prendre des exemples qui sont dans le monde du business, qui touchent quand même la plupart des personnes et qui sont basiques. On peut utiliser du machine learning, mais c'est vraiment pas nécessaire. Euh, pour les tâches intermédiaires, donc ça commence à être plus complexe, ça commence à demander davantage de compréhension du monde ou d'avoir une capacité vraiment de compréhension de la problématique qui est un peu plus technique, plus poussée. Donc là, on peut clairement utiliser du machine learning, hein, qui, je vous rappelle, est la partie technique de l'IA. J'ai segmenté en 3 points. Donc, on a la partie analyse de données avec la prévision des tendances, la segmentation des clients en marketing, qui sont des choses qu'on fait normalement à peu près tous. On peut déjà le faire hein, sur Excel. On n'a pas vraiment besoin de machine learning pour le faire. Et c'est déjà comme ça dans toutes les entreprises. Mais avec des algos, donc soit de machine learning, soit on peut, même pour les prévisions de tendance, se rapprocher davantage des séries temporelles, qui ont des modèles ARMA, ARIMA, SARIMA, qui sont des modèles qui fonctionnent très bien en fait, hein, pour tout ce qui est analyse de données qui fluctuent au cours du temps. Mais le machine learning a aussi sa place dans ces systèmes-là. Pour la partie, donc en dehors de la partie analyse, on va pouvoir commencer à faire de l'automatisation. Parce que dans cette première partie analyse, en fait, j'entends que vous utilisez le modèle, qu'il vous apporte de l'information, mais qu'il ne prend pas de décision. C'est plus une façon de mieux comprendre vos données. Alors que dans les deux autres points que j'ai mentionnés ici, donc l'automatisation d'un processus métier et l'amélioration des modèles paramétriques, je reviendrai là-dessus, l'objectif, c'est de remplacer un modèle existant ou de l'améliorer, mais d'automatiser les choses vraiment. Donc, par exemple, la lecture automatique de factures que vous pouvez recevoir par mail éventuellement. Donc là, ça va être reconnu, on va y parler juste après, mais
On en parlera après. La gestion des stocks, la gestion des candidats RH, le reporting, ça, c'est des choses que vous pouvez faire bien mieux avec du machine learning aujourd'hui que si vous le faisiez manuellement en codant euh, précisément chaque étape. Euh, sur la partie amélioration des modèles paramétriques, ce qu'on appelle un modèle paramétrique, c'est les modèles classiques qu'une personne qui est ingénieure peut utiliser. Donc, si on sait que physiquement, il y a telle résistance à l'air, quand on envoie une voiture, par exemple, on sait qu'il y a telle résistance à l'air, on sait qu'il y a tel... L'ensemble des éléments physiques, où on connaît assez bien les formules qui résument comment le monde fonctionne, bah ça, c'est un modèle paramétrique. C'est-à-dire qu'on a des paramètres bien précis qui correspondent à quelque chose de bien précis dans le monde qui nous entoure. Et par opposition à ça, on a les modèles non paramétriques, dont le machine learning fait partie, qui ces modèles, en fait, n'ont pas de compréhension a priori du monde. Et donc, c'est en les confrontant à la donnée qu'ils arrivent à se faire une représentation de comment fonctionne le monde. Voilà. Et donc, les modèles paramétriques, c'est déjà quelque chose de très poussé. Et vous en avez dans de nombreux domaines d'ingénierie, notamment en finance avec la gestion de portefeuille, l'analyse des IRM, bon, là, c'est quelque chose d'un peu plus poussé quand même, et la détection des fraudes, voilà, classiquement, détection de fraude. Est-ce que j'ai quelque chose qui est très différent d'habituellement? Ça peut se faire sans machine learning, mais avec le machine learning, ça va s'adapter, ça va être potentiellement beaucoup plus puissant. Et donc, sur les tâches avancées, où là, on va commencer à avoir besoin de deep learning. Donc, je vous rappelle, deep learning, c'est le sous-ensemble de la partie technique du machine learning, qui est la partie technique de l'IA. D'accord? On a IA, machine learning, deep learning. Et donc, le deep learning, c'est spécifiquement ces modèles qui sont donc deep, profonds, qui sont des modèles plus complexes. Ils ne sont pas forcément complexes à comprendre, même s'ils le sont souvent, mais ils permettent de comprendre des problèmes plus complexes. Et ce qui peut nous paraître contre-intuitif, c'est que de reconnaître un objet sur une image, c'est un problème très complexe. C'est une complexité mathématique, hein. On est en train de parler du nombre d'opérations qui sont nécessaires pour pouvoir euh, résoudre le problème, en fait. Euh, donc, même si pour nous, c'est très simple, pour la machine, c'est beaucoup plus complexe que de faire le calcul 1 milliard fois 357 000. Je ne vous donnerai pas le résultat, même si ça va être très dur parce que j'ai pris 1 milliard. Mais ce sont des calculs qui sont beaucoup plus simples pour les machines, puisque c'est presque comme un réflexe pour elles de répondre à ces questions-là. Alors que détecter un humain, un chat, un objet sur une image, c'est une tâche beaucoup plus complexe. Et donc là, ça nécessite des algorithmes profonds de deep learning, sur lesquels notamment Yann Lequin a apporté beaucoup en contribuant à l'amélioration des modèles convolutifs. Voilà. Je ne rentre pas dans les détails sur ce que sont les modèles convolutifs, mais il y a énormément de ressources sur Internet, bien évidemment, sur la question. Dans quelle situation est-ce qu'on va pouvoir bénéficier de ces modèles-là? Alors, en recherche et développement, par exemple, on peut, et vous avez des vidéos très, très intéressantes sur la manière dont des IA ont aidé à faire des nouvelles conceptions de drones, par exemple. Un drone qui serait plus aérodynamique. Vous avez des vidéos très intéressantes, je suis désolé, je n'ai pas mentionné ici, euh, où on voit en fait l'ensemble des configurations qui ont été proposées par l'IA. Et donc, c'est des choses qui sont plus ou moins innovantes. Bien évidemment, l'IA repose sur un ensemble de données. Donc, elle n'invente pas tout absolument, mais en fait, l'innovation, c'est aussi une part d'inspiration et une façon nouvelle de mélanger les concepts pour arriver à quelque chose d'un peu nouveau. Voilà. Et donc, on peut voir que sur ce genre de tâches-là, l'IA peut avoir son utilité et ça peut être quelque chose qui va plus loin que ce qu'on aurait pu faire nous facilement. Euh, enfin, même en mettant beaucoup d'énergie et de temps. Euh, Ensuite, il y a tout ce qui est optimisation en industrie. Donc là, il y a un travail colossal. Euh, L'un des plus gros freins à ça, c'est que beaucoup de personnes en industrie, bon, déjà, ça coûte très cher. Donc, on a du mal à faire intervenir des personnes. Je pense qu'il y a quand même une certaine crainte à commencer à utiliser des modèles, mais il y a une énorme, il y a un manque de connaissances dans l'industrie sur la puissance que peuvent avoir ces modèles, que ce soit pour la détection de fissures dans le process, ou que ce soit pour l'optimisation du process en soi. Il y a énormément de choses à faire. C'est un très gros sujet. Voilà. Et donc là, le deep learning, en fait, pourquoi le deep learning là-dessus? Parce que ça va, par exemple, pouvoir reconnaître une fissure visuellement.
Et donc, ça va faire de l'analyse de vidéo, en fait. Ça va faire de l'analyse d'image et détecter si la fissure, elle est plus grosse que ce qui est prévu dans la flexibilité de l'objet. Euh, sur les tâches un peu plus créatives, donc là, on est vraiment sur quelque chose de très récent. Il n'y a pas si longtemps que ça, on ne pouvait quand même pas le faire dans le même ordre de grandeur, dans la même mesure. Les tâches créatives, on a donc l'écriture. Je passe très vite parce que je pense que vous avez tous un peu joué avec ChatGPT déjà et avec Midjourney et les modèles génératifs. Et donc, on peut créer des vidéos, créer de l'audio, scanner la voix d'une personne. C'est pas encore parfait, mais dans pas longtemps, je ne sais pas sur quoi on va se reposer pour savoir qu'un document est vrai. Euh, et donc, vous avez un petit. Je te coupe, excuse-moi Alexis. Je vais lancer un petit sondage pour savoir si vous avez déjà utilisé et ensuite j'en passerai un deuxième pour savoir lesquels vous avez utilisés pour répondre à ce que tu viens de dire, si les personnes ont déjà utilisé ChatGPT ou pas. Effectivement, je fais des hypothèses et c'est très bien d'avoir un peu de données pour pouvoir étayer ces propos. Donc, le troisième aspect que j'ai voulu mentionner ici pour le deep learning, encore une fois, ça va être la publicité ciblée, parce que mine de rien, aujourd'hui, c'est quand même très complexe, et si Google notamment, mais en fait, le roi Merlin ou tous les systèmes qui vous font de la recommandation vont se baser sur vos interactions pour essayer de vous profiler, et lorsque vous achetez un objet, on va vous dire, les autres personnes ont aussi apprécié cet objet. Voilà, donc en fait, vous avez différents types de systèmes de recommandation. On a 67 personnes parmi vous qui ont déjà utilisé l'IA et 67%, pardon, et 33% qui ne l'ont pas encore utilisé dans votre vie quotidienne ou au travail. Je vous invite, après cette session, à aller jouer, hein, parce que vraiment, il y a même un endroit qui s'appelle le Playground. Donc, c'est une sorte de bac à sable dans lequel on peut jouer. C'est vraiment marrant de tester ChatGPT et de tester les algorithmes génératifs tels que Midjourney, DALI 2, DALI 3 d'ailleurs bientôt, pour faire de la génération d'images. C'est vraiment quelque chose d'assez excitant. Donc, si je reviens sur la partie publicité ciblée, donc vous avez deux types d'algorithmes, je ne rentre pas dans le détail, mais aujourd'hui, le deep learning a beaucoup à faire là-dedans. Et c'est d'ailleurs une des grosses raisons euh, aujourd'hui de l'amélioration et de l'engouement pour le machine learning, hein. C'est très fortement développé par les besoins en publicité. Euh, alors, ensuite, il y a la partie chatbot. J'ai eu quand même pas mal j'ai des étudiants qui sont dans les entreprises, donc j'ai quand même pas mal de retours sur les chatbots en entreprise, dans les grandes banques, etc. Les chatbots jusqu'à donc mars 2024, 23, pardon, je suis un peu dans le futur, euh, c'était pas très fonctionnel. C'est pas très bien, donc les entreprises ont bénéficié de ça quand même pour pouvoir un peu réduire les effectifs, faire des économies d'échelle qui sont énormes. Mais le service n'était quand même pas vraiment à la hauteur d'un bon service avec des vraies personnes derrière. Et là, avec les nouveaux chatbots, ça change complètement la donne. Donc, on a les problèmes qu'on va voir dans les limites au développement de l'IA, qui sont les limites de réglementation, de données privées, etc. Euh, mais les chatbots aujourd'hui ont des compétences qui n'ont rien à voir avec l'année dernière. Euh, Même si ça n'a pas été, si il n'y a pas eu une telle fracture, hein. C'est pour nous tous, on a un outil qui aujourd'hui a une grosse fracture par rapport à ce qui était possible avant, mais en fait les modèles GPT, tout ce qui utilise T comme transformer, donc ça fait quand même quelques années que ça se développait. Et donc les chatbots, c'était majoritairement jusqu'aujourd'hui en fait une énorme boîte avec plein de conditions dans tous les sens qui étaient mises en place par les experts qui souvent faisaient appel à une entreprise externe qui leur propose un chatbot, mais il fallait faire tellement de petites modifications pour que le modèle fonctionne bien euh, que bon, on était loin de quelque chose qu'on peut appeler intelligence artificielle euh, autonome en tout cas. Voilà. D'ailleurs, je serais très intéressé, hein, si on peut en discuter à la fin de cette session, si vous avez eu des chatbots dans votre entreprise ou si vous-même vous avez participé à l'élaboration d'un chatbot, quel est votre retour sur cette question-là? Alors, on passe un peu à la partie économique, enfin économique au sens large, hein, bien sûr. Je vais aborder. Alors, attendez, je vais communiquer les liens que vous avez mentionnés. Oui, d'accord. Je vous enverrai les liens des ChatGPT et de DALI 2, par exemple.
Alors, je vous passerai tout, mais bien évidemment, ce sont des choses qui sont très, très, très accessibles et qui sont recommandées directement quand vous êtes sur Internet aujourd'hui. Et donc, si vous mettez ChatGPT, vous êtes sûr de tomber sur la bonne page. Euh, vous pouvez facilement trouver ça, mais je vous enverrai tous les liens, bien sûr. Donc là, je vois les résultats du questionnaire, du sondage. Donc, si ça te va, Richard, je peux parler un peu pour faire un retour. Oui, oui, vas-y, vas-y, vas-y. On aurait donc 84% d'entre vous qui avaient déjà utilisé ChatGPT et l'avaient déjà testé. Midjourney aussi. Donc, ChatGPT, génération de texte, hein, si je simplifie, et donc chatbot, en quelque sorte. Midjourney, génération d'images. On génère des images avec ça. Euh, Copilot, non. Ça, c'est pour la génération de code. Donc, quand on est développeur, qu'on fait programmation, voilà, bah, le copilote va nous aider, il va nous suggérer des gros pavés de code. Et parfois, ça peut être très impressionnant. C'est encore quand même pas mal à côté de la plaque souvent. Et ce qui fait que c'est pas. C'est utilisé, mais c'est pas encore prêt à remplacer un développeur. Euh, Google Bard, donc là, on est sur, on va dire, l'équivalent de ChatGPT. Dali, c'est l'équivalent de Midjourney. Voilà, c'est juste des entreprises différentes. Stable Diffusion, pareil. Et Bing AI, en fait, c'était, dis-moi si je me trompe, hein, Richard, mais ChatGPT qui a été intégré à Bing. Et qui, du coup, avait un accès à Internet, ce qui n'était pas le cas de ChatGPT pendant un bon moment. Euh, et l'accès à Internet sur ChatGPT part et revient. Et d'ailleurs, il y a un truc qu'on mentionnera peut-être à la fin de nouveau, hein, mais dans les limites et les risques de l'IA, il y a un truc un peu tout nouveau dont on entend parler aujourd'hui qui est assez marrant, même si c'est très risqué, c'est le prompt injection. Et en fait, le fait d'avoir accès à Internet pour les IA, c'est pas qu'une bonne nouvelle. Ça peut aussi être une grosse faille de sécurité. Voilà, c'est des choses intéressantes. Il y a beaucoup de sujets sur la sécurité par rapport à ces modèles. Donc, je reprends sur ma présentation pour. J'ai pris quelques exemples de chiffres sur l'impact sur les emplois existants. Donc, sur les emplois existants, donc là, je me suis basé sur Business Insider. Alors, ça date de. J'ai pas mis la date, mince. Est-ce que c'était 2018 ou 2023? Je ne sais plus s'il est très récent, celui-là, je suis désolé. Mais en tout cas, le lien nous y mène. Euh, et donc, d'après cet article, on aurait quasiment la moitié des emplois qui pourraient être éliminés. Euh, Si je généralise leur étude, hein, bon, bien évidemment, il faut aller dans les détails pour que ce chiffre ait vraiment du sens, mais c'est histoire d'avoir un chiffre qui fait peur, en fait. Hein. On se dit, waouh, c'est énorme. Enfin, c'est pas rien. Vraiment, l'IA est bien là et on a des projections qu'on fait sur l'avenir ou que certaines entreprises font sur l'avenir qui sont assez effrayantes en termes d'impact. Euh, pour ce qui est des métiers concernés, euh, donc là encore, j'ai une référence que j'ai oublié de mettre, je suis désolé, mais je vous l'enverrai également. Euh, donc, je me suis basé, est-ce que c'était, bon, je vous retrouverai la référence, mais c'est Business Insider en fait, c'est pour ça que j'ai pas mis la référence, d'accord, c'est la même qu'au-dessus. Et donc, d'après leur article, j'ai regroupé ça en quatre catégories. La plupart des emplois vraiment touchés par l'IA, et d'autant plus par les avancées récentes, ça va être ces quatre postes-là, qui sont majoritairement des postes de white collars, donc de col blanc, c'est-à-dire de cadres, de personnes qui n'ont pas les mains dans le cambouis, dit autrement, et qui sont sur des jobs qui sont beaucoup plus sur un ordinateur, en fait. Hein. C'est ça vraiment qui fait que ce sont ces personnes qui sont touchées en premier. Comme c'est sur un ordinateur, good news, l'IA, c'est dans un ordinateur. Et donc, en fait, bah, potentiellement, potentiellement, quasiment tout ce qui est fait peut être automatisé dès lors que c'est dans un ordinateur. Et dès qu'on sort d'un ordinateur, donc dès qu'on fait quelque chose de physique, eh ben, on passe dans le monde de la robotique. Et là, c'est un autre monde. Et la robotique, presque par construction physique, c'est beaucoup plus limité que l'IA qui ne dépend pas de quelque chose de physique. Donc, il n'y a pas du tout les mêmes règles qui dirigent notre monde et qui nous empêchent de faire les choses rapidement
Si je veux m'entraîner à faire du tir à l'arc, j'ai besoin de tirer la flèche, d'aller la rechercher. Ça prend beaucoup de temps. L'IA, quand elle s'entraîne à jouer aux échecs, elle fait des millions de parties en quelques minutes. Donc, on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur en termes de potentiel d'évolution, euh, en termes de rapidité, je veux dire, d'évolution. Donc, c'est la raison, à mon sens, hein, pour laquelle ce sont vraiment les jobs de cadre et les jobs donc, sur un ordinateur, de manière générale, qui sont les plus touchés. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur un ordinateur? Aujourd'hui, bah, il y a tous les emplois de la tech, les développeurs, data analyst scientists, donc, qui sont les nouveaux jobs qui sont créés un peu par l'IA, mais qui sont aussi en danger par l'IA, de manière assez ironique. Ensuite, on a tout ce qui est média et designer. Donc là, c'est d'autant plus avec les modèles génératifs. Euh, donc on a, je reviens sur le sondage juste après. Pour les modèles génératifs, donc on a toute la partie de création de contenu, de création d'images, de création d'articles. Et effectivement, donc la phrase qui tourne pas mal, c'est l'IA ne vous remplacera pas, mais vous remplacerez les autres par l'IA. Ou c'est une phrase qui ressemble à ça. Je suis pas très bon en citation, désolé. Mais toute façon, je ne sais pas de qui c'est, mais dans l'idée, pour l'instant en tout cas, plutôt que de se demander, ah, mais est-ce que l'humanité va être remplacée par l'IA? La question urgente, c'est, euh, on sait tout de suite qu'une personne qui utilise une IA, donc notamment ChatGPT, hein, dont je parle depuis le début, sa productivité est augmentée très, très nettement, très significativement, et donc cette personne-là va potentiellement, en utilisant l'IA, remplacer plein d'autres collègues, hein. C'est comme ça la réalité des choses derrière. Euh, alors, si je reviens un peu sur le sondage, pensez-vous que votre poste peut être impacté par l'IA? Oui, clairement, 40%. Peut-être, j'ai pas assez d'informations, 23%. Non, je ne pense pas, 33%. Alors, c'est très intéressant. Et donc, si vous pouvez nous donner à la fin de cette session davantage d'informations sur le poste que vous occupez, on pourra voir si les stats correspondent à des emplois qui sont en lien avec ce dont on est en train de parler. Donc, pour finir hein, sur l'ensemble des postes qu'on peut atteindre avec l'IA aujourd'hui sur la partie métier, tous les analystes, que ce soit des comptables, juristes, recruteurs, en fait, on analyse tout le temps des données, donc que ce soit des données de personnes ou des données financières, chargées d'études. Toutes ces parties-là sont aujourd'hui fortement plus productives lorsqu'on utilise une IA, mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve vraiment. Euh, donc, malgré les différentes projections, on n'a pas encore de certitude, mais on voit bien qu'il y a certaines tâches qui sont vraiment remplacées. Voilà. C'est toujours quand on est en train de parler de remplacer un métier, c'est assez complexe. Un métier, ça évolue. Euh, Remplacer les tâches, c'est beaucoup plus facile et objectif. Pareil en termes d'assistant, hein, encore une fois, on est souvent sur un ordinateur quand on assiste, donc que ce soit assistant recherche, assistant service client ou toute la partie d'aide, de soutien sur une partie plus technique ou plus managériale. Et donc là, toutes ces personnes-là sont quand même potentiellement en concurrence avec des IA. Alors ça, c'est un truc assez récent. Donc la source, c'est dans Time. Euh, et donc, vous avez un site qui est très intéressant qui s'appelle Papers with Code. Et donc, ce site très intéressant, je me note de côté de vous envoyer le lien, sauf si Richard, tu peux le faire directement. Merci. Je m'en occupe. Papers, merci. Papers with Code, en fait, c'est un site qui vous rassemble un peu l'ensemble des performances actuelles des différents algorithmes et des performances historiques. Et en fait, sur tout un ensemble de tâches de machine learning, donc tout un ensemble de jeux de données, en fait, hein, c'est ça une tâche la plupart du temps, eh bien, vous avez comme ça des petits graphiques qui vous montrent la performance des différents algorithmes. Alors là, en l'occurrence, c'est les algorithmes par rapport à la performance d'un humain. Bon, bien évidemment, à prendre avec beaucoup de pincettes, hein, mais c'est plus pour l'image que j'ai utilisé ça. Euh, D'après ce graphique, d'après cet article, sur certaines tâches bien précises comme la compréhension de lecture ou la reconnaissance sur les images, on aurait certains modèles qui seraient meilleurs que les humains. Il faut voir ce que ça veut dire vraiment, hein.
Bien évidemment, il faut vraiment entrer dans le détail pour comprendre ce que veut dire ce chiffre-là. Mais ça reste intéressant en termes de métaphore pour se dire, OK, a priori, il y a quand même certaines tâches qu'on pensait limitées aux humains par notre grande intelligence et qui, a priori, sont quand même relativement remplaçables, où on peut être quand même assez bien substitué par les algorithmes. Alors, je vais vous parler, là je vais essayer d'être un peu plus rapide, j'ai un tout petit peu de retard, mais je vais vous parler du développement d'un projet d'IA. Pour l'instant, on a parlé de plein de tâches de manière générale, et j'aimerais vous parler de la manière dont un projet peut être implémenté dans une entreprise, ou du moins de quelques points clés. Bien évidemment, tous les sujets qu'on aborde sont des énormes sujets. Et donc, on peut rentrer dans le détail sur absolument tout ce que j'ai dit pour être plus précis, plus rigoureux, et pour avoir une bien meilleure compréhension de tout ce que je dis, que ce soit technique ou que ce soit au niveau pratique. Donc là, j'ai juste sélectionné quelques points qui me paraissaient fondamentaux. Euh, un schéma, un pattern que je retrouve très souvent et qui, je pense, est aussi beaucoup à l'origine une forme de hype dans l'IA, une forme d'engouement, de surexcitation. Euh, c'est que je pense que beaucoup de divisions, du moins j'ai pu constater quand même qu'il y a beaucoup de divisions d'entreprises, de nouvelles entreprises qui démarrent un projet et qui, au cours du temps, donc là, disons qu'il se passe une trentaine d'années plutôt, au cours du temps, il y a eu quand même énormément d'innovations. Il fallait déjà passer à l'informatique pour les entreprises vraiment très vieilles. Et puis, pour les plus récentes, bah, les systèmes informatiques, ils commencent à être assez vieux. Et une fois que l'entreprise a quand même bien pris une bonne maturité, c'est un mastodonte. C'est beaucoup plus difficile à bouger. Il y a pas mal de graphiques comme ça sur l'évolution d'une entreprise et sa capacité à, avec sa taille, en fait, à continuer à progresser. Et un peu comme un humain, quand on vient de naître, on apprend facilement beaucoup de choses, on peut beaucoup changer nos comportements. Plus on vieillit, plus on est fixé sur on exploite nos connaissances plutôt que de continuer d'explorer le monde, on va dire. Et donc, beaucoup d'entreprises se retrouvent dans ce schéma dans lequel elles ont accumulé au cours du temps une énorme dette technique. Alors, énorme, pas forcément pour tous, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont restées sur des systèmes et qui sont un peu bloquées. Hein. C'est pas un manque de volonté de changement, c'est que c'est très difficile, d'où le fait qu'il y ait beaucoup d'intégration de startups. C'est un moyen d'innover quand on voit les banques. Hein. Par exemple, moi, je viens du système, je viens du monde de la finance. Les banques absorbent énormément de startups parce que de l'intérieur, c'est très compliqué de changer tout le système pour des problématiques de sécurité notamment. Donc, c'est très compliqué. Et donc, la dette technique, c'est presque naturel d'en avoir. Ça veut dire que l'activité a bien fonctionné à un moment et qu'on s'est focalisé sur le court terme plus que sur le long terme. En gros, hein, c'est quand même ça le problème. Mais c'est très difficile à gérer. Et donc, on a accumulé des systèmes qui n'évoluent plus à la vitesse à laquelle évolue le monde, dit autrement. Et donc, l'IA apparaît comme étant l'opportunité de rattraper tout ça. Et on se dit, ah, mais c'est génial, je vais utiliser cet algorithme et du coup, j'aurai plus de dette technique en quelque sorte. Et donc, j'ai bien souligné que ce biais-là, c'est de se dire que l'IA pourra à elle seule rattraper mon retard. Parce que bien évidemment, l'IA va vous aider à rattraper votre retard si vous en avez un ou si vous avez des clients qui sont dans cette situation, mais pas à elle seule. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, l'IA, c'est un ensemble de compétences pour pouvoir vraiment l'exploiter. Donc, je ne parle pas dans ma présentation. Là, j'ai mentionné l'ensemble des tâches que vous pouvez faire avec les IA. Et donc, notamment, si vous êtes designer, bah, comment, sans du tout faire de programmation, vous pouvez très bien générer des images, générer des articles, vous aider dans cette tâche-là. Et là, je m'attaque beaucoup plus à le fait de construire une équipe sur un plus gros projet. Et donc, sur des plus gros projets, quand on a une dette technique et qu'on est une entreprise qui a une grosse inertie, et que donc ça nous rend l'innovation plus difficile, dans ces situations-là, l'IA toute seule, souvent, c'est un leurre. Pourquoi? Euh, les trois jobs phares dont on parle, ça va être le data analyst, data engineer et data scientist. Je les ai mis dans cet ordre-là, c'est vraiment volontaire. En fait, ce que, en tout cas, moi, je le constate et c'est basé sur mes lectures, je n'ai pas de source directement. Euh, les data analysts, on en a besoin à peu près partout. Donc, effectivement, c'est pour ça que j'ai appelé ça l'offre essentielle. Mais dès qu'on veut faire de l'IA,
la plupart du temps, dans ce que j'ai pu constater, désolé, c'est pas très scientifique ce que je dis, c'est vraiment plus sur un ressenti. Voilà, donc prenez-le encore avec des pincettes. Ce que j'ai pu ressentir, hein, c'est qu'on a beaucoup plus besoin de data engineer que de data scientist. Pourquoi? Parce que l'IA, comme je vais le montrer juste après, elle a besoin de données, elle a besoin de beaucoup de choses pour fonctionner correctement. Et les data engineers, c'est un nouveau mot pour dire développeur, hein, en quelque sorte. Et donc, c'est des développeurs qui se focalisent sur le fait de faire des flux de données qui soient bien fonctionnels, voilà, de gérer l'ensemble du système d'information de l'entreprise. Quand c'est des petites entreprises, plus on est sur des grosses boîtes, des grosses entreprises, plus on va avoir un data engineer qui va vraiment être sur la donnée. Mais globalement, en fonction des tailles d'entreprise, ça veut dire développeur, hein. Et donc, le data scientist ne peut arriver qu'en formule luxe, une fois que tout est bien propre. En fait. Un data scientist qui vient sur un système qui a une énorme dette technique, souvent la dette technique veut dire j'ai du mal à récupérer ma donnée ou j'ai de la donnée qui n'est pas propre. Alors, ça peut faire partie du travail du data scientist de nettoyer la donnée, hein. Mais disons que ce qu'on imagine être l'IA et ce truc qui va nous permettre en quelques investissements et en quelques mois de rattraper cette énorme dette, souvent, c'est faux. C'est pas aussi simple. Je ne rentre pas dans les détails de ce que font vraiment ces métiers parce que, bien évidemment, on pourra en parler très longtemps et c'est assez complexe, hein. C'est des termes qui bougent, ça commence à se stabiliser, mais il y a à peine quoi, 5 ans, on parlait surtout du data scientist. Data engineer, on n'en parlait pas du tout. Pas à ma connaissance, du moins. Donc, quel est le problème? Le problème, c'est que l'IA, ce serait ce qu'on peut faire une fois qu'on a fait tout ça. C'est-à-dire commencer par avoir des bons flux de données qui soient bien automatisés ou du moins qui soient bien gérés souvent, pas forcément dans une base de données, attention, hein, mais en tout cas qui est vraiment un système qui soit efficace pour gérer la donnée et gérer les opérations des différentes personnes dans notre travail, dans notre secteur, dans notre section. Ça, c'est fondamental. Et en fait, on a beaucoup d'entreprises encore, hein, qui ont du mal à évoluer sur cette partie et à avoir un système vraiment très propre. Si ce système-là est très efficace, vous êtes potentiellement parmi les bonnes entreprises dans votre secteur. Euh, donc, après, tout va découler naturellement, mais on ne peut presque rien faire sans un bon système de gestion de données. Vraiment, les quelques grosses entreprises que je connais à travers les étudiants que j'encadre euh, ont des énormes dettes techniques sur ces parties-là. Et les projets d'IA prennent un temps faramineux à se mettre en place, non pas parce que l'IA, c'est long, parce que la base n'est pas là. Voilà. Et donc, admettons qu'on travaille à améliorer un peu cette base, parce que même si on a une dette technique, on peut quand même réussir à nettoyer un peu les choses et rendre ces flux propres et efficaces et accessibles de manière plus efficace. On peut alors commencer à faire de l'analyse de données. Voilà. On pouvait en faire déjà avant, mais autant avoir un système efficace qui rassemble vraiment l'ensemble des données dans un même endroit pour pouvoir l'analyser ensuite. Donc là, je ne vous apprends rien, vous êtes au courant de tout ça, donc je ne passe pas trop de temps non plus. On va dire un autre biais, c'est de se dire que l'IA va vraiment tout automatiser, mais ça fait très longtemps qu'on peut automatiser énormément de choses avec un code basique. Et là encore, à travers tous mes stagiaires, je vois un peu dans l'ensemble des entreprises tout ce qui est automatisable encore. Moi-même, à travers mes expériences, il y a un chantier colossal avec de l'automatisation de base. Donc, on y viendra après sur comment se former. Là, savoir programmer aujourd'hui encore, ça vous permet d'être très, très efficace sur beaucoup de sujets dans des entreprises sans du tout vous y connaître en IA. Alors, la plupart des process ont juste besoin d'être automatisés. Et ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, là, ça devient intéressant de faire du machine learning. Mais faire du machine learning, quand vos données ne sont pas propres, vous allez vous arracher les cheveux, les flux de données ne seront pas stables, donc votre algorithme il va pas pouvoir s'adapter au cours du temps. Bref, c'est une mauvaise idée. Euh, Quand vous n'avez pas vraiment analysé vos données, reposé complètement sur l'IA pour analyser vos données, c'est dommage, mais bon, normalement, je pense que vous analysez tous vos données. On fait tout ça sur Excel, hein, à notre façon, mais ça peut être des façons très élaborées de le faire, même si c'est sur des systèmes qui ne sont pas très robustes. Euh, et l'automatisation, c'est vraiment l'étape suivante quand on sait quelles sont nos données. Et donc, l'IA, ça doit être vraiment la cerise sur la framboise sur le gâteau, enfin les framboises. Euh, et donc, une personne qui entreprendrait un projet d'IA sans connaître ça, vraiment, et qui serait
hypé et qui serait vraiment excité par le potentiel de l'IA suite à cette présentation, euh, cette personne va déchanter fortement en voyant l'énormité du chantier pour mettre le système que cette personne imaginait mettre en place. D'accord. Dans certains, on peut, par exemple, automatiser certaines tâches bien précises, de manière bien cloisonnée, en utilisant de l'IA, parce que dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'avoir tout un système propre, on n'a pas besoin d'avoir, en gros, toute une partie, toute une ingénierie vraiment au point, et ça peut quand même vous aider. Encore une fois, je ne parle pas de ChatGPT, tout ça. C'est des outils que vous utilisez indépendamment. Vous n'avez pas besoin de les inclure dans votre système. Mais si vous voulez inclure du système dans votre IA, à mon sens, ça va vous demander quand même ces différentes étapes. Voilà. Je n'insiste pas davantage là-dessus, mais vous aurez compris, c'est quelque chose qui me semble être l'erreur numéro une et qui fait qu'on a l'impression que les projets d'IA, c'est très, très long. Voilà. Les projets d'IA, ce n'est pas très, très long. Les projets d'IA, c'est juste que ça doit se faire à la fin d'un très, très long chemin. Sur la partie. Alexis, juste te coupe, on est à 10 minutes de la Ouais, fin. Pour ceux qui ont des questions à poser, on va avoir un temps de 15 minutes à peu près pour répondre à vos questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à les poser via le système de questions-réponses et on se fera un plaisir de prendre du temps pour pouvoir y répondre. Je te laisse la suite. merci. Euh, je passe pas très peu de temps sur cette slide puisque en fait là c'est complexe. Déjà, il faut avoir à implémenter un peu tout ce dont j'ai parlé juste avant pour vraiment s'intéresser à cette question. Mais le MLOps, c'est du coup Machine Learning Operations. Comment est-ce que je maintiens en production un système d'IA? Et c'est pas juste modifier l'algorithme. C'est en fait le concept principal de MLOps, c'est que l'ensemble des tâches qui permettent de mettre en place un système d'IA, et ben en fait, l'ensemble de ces tâches, on doit revenir dessus en permanence. En gros, c'est ça le schéma que vous avez devant vous. Vous avez des très bons schémas hein, MLOps. Si vous mettez ça sur Internet, vous allez trouver vous aurez peut-être les liens. Je me souviens plus Il y a un schéma qui est vraiment très bien fait, qui indique également, donc moi j'ai pas réussi à le faire, mais pour chaque étape sur ce petit cycle, quelles sont les tâches que vous devez faire en priorité. Donc entraîner le modèle, puis le tester, l'évaluer, le mettre en production après. Bref, voilà. Donc je ne rentre pas plus en détail. C'est plus avancé comme sujet, mais sachez qu'il ne suffit pas d'avoir fait tout ça. Il faut ensuite maintenir son système. Parce que c'est bien d'avoir mis de l'IA, mais l'IA, en fait, on va le voir avec les limites juste après, il y a ce qu'on peut appeler le data drift, c'est-à-dire que le phénomène sur lequel notre IA s'était entraînée, bah, il ne fonctionne plus pareil. L'économie fluctue. Quand on est passé en taux d'intérêt négatif, ça a causé énormément de problèmes dans les banques. Voilà. Alors, quelles sont justement donc les limites et les risques associés à l'IA? euh, J'ai tout mis dans cette slide. J'ai pas le temps de tout développer. Chaque point est presque un sujet de recherche à part entière. Les points les plus importants, donc dans les petites cellules d'abeilles, j'ai mis en blanc en fait vraiment ce qui est un aspect négatif, donc quelque chose qui va être indésirable et qui va être mauvais directement. Et notre petite ruche, lorsqu'il n'y a pas l'aspect un peu au blanc, opaque, c'est tout ce qui va surtout nous limiter, nous ralentir dans la mise en production, dans la mise en place d'un projet d'IA. Donc, si on commence par ça, dans les environnements de travail, en général, il est très difficile d'accéder aux données. Quand on est dans un environnement dans lequel il y a beaucoup de données, on est en général dans une grosse boîte, et quand on est dans une grosse entreprise, il y a beaucoup de systèmes de sécurité qui sont mis en place pour éviter que les données fuitent ou que les données soient modifiées malencontreusement. Et donc, souvent, ce que je constate autour de moi, donc encore une fois, il faudrait se baser sur des études pour être plus robuste, hein, mais j'ai eu accès quand même à beaucoup de retours d'entreprise. Euh, les environnements sont quand même assez lents à vous fournir la donnée dont vous avez besoin. Donc, vous pouvez avoir un premier jeu de données, mais si vous avez aussi besoin de telles données et telles données qui sont dans les autres services, bon courage. Voilà. Donc, ça, c'est très limitant pour le développement d'un projet d'IA. Euh, donc, en fait, là, je parlais de la donnée, pardon. Et l'environnement, c'est très lié, mais c'est l'environnement de développement, donc la partie programmation. Si vous voulez faire du Python dans votre travail, si vous voulez programmer en Python des petits trucs, hein, sans être forcément très ambitieux, dans beaucoup d'entreprises, vous allez avoir du mal à faire ça.
Parce que, encore une fois, pour la sécurité, eh bien, un programme, c'est très dangereux, en fait, hein. Un programme, c'est très dangereux dans un ordinateur. On peut détruire un ordinateur avec un programme, avec les virus, notamment, mais même sans avoir de virus, on peut vraiment euh, être harmful, être dangereux pour notre ordinateur. Donc, toutes ces sécurités-là qui sont nécessaires rendent aussi très rigide le cadre et donc empêchent à une personne qui serait motivée, qui viendrait de se former à Python, de facilement faire dans son entreprise. Parce que vous allez vous aurez accès à Python, mais vous n'allez pas avoir accès à ce qu'on appelle les bibliothèques. Donc, c'est l'ensemble des morceaux de code de Python qui ont été faits par plein d'autres gens et qui vous permettent de coder beaucoup plus vite. Vous, il faudra que le système, le SI, il faudra que les informaticiens de votre entreprise vous donnent accès à ces choses-là. Ou alors vous créez un cadre, mais ça va toujours être assez complexe. Voilà. Donc ça, c'est limitant, ça ralentit votre vitesse de mise en place de projet. Ensuite, donc, je vais essayer d'aller un peu plus vite, mais j'ai bientôt fini dans tous les cas, donc ça m'en est relativement dans les temps. Il y a la partie mise à jour. Donc, juste avant, je vous mentionnais hein, le fait qu'il y ait de la dérive de données, le data drift. Euh, c'est une chose qui doit être prise en compte. Donc, ça ne va pas vraiment vous ralentir, mais ça va rendre votre système caduque plus rapidement. Donc, c'est quelque chose qui rend quand même assez difficile le maintien d'un projet d'IA en production. Euh, la partie réglementation, bien évidemment, est un gros frein. En France, j'entends beaucoup autour de moi dire qu'il y a énormément de règles et de lois qui font que c'est difficile d'entreprendre. Euh, En tout cas, en termes de RGPD, RSE, alors, quand on travaille codé légal, on a l'impression qu'il n'y a pas assez de lois et que ce n'est pas respecté suffisamment en tout cas. Mais voilà, du coup, il y a ces réglementations qui sont encore des nouvelles contraintes, hein, mine de rien, même si c'est pour des choses qui sont pour le bien de commun en général. Euh, un dernier frein que je mentionne ici, c'est l'expertise. On a un manque dans certains projets, hein, dans certaines entreprises, dans certaines équipes, de connaissances sur les opportunités que peuvent nous apporter l'IA. Et je pense que, par exemple, dans l'industrie, euh, il y a un énorme potentiel. Enfin, je ne fais pas que penser. Je me souviens, je n'ai pas la référence, mais je sais avoir vu ça. Je ne sais plus si c'est Gartner ou McKinsey qui avait fait un rapport là-dessus, sur l'énorme potentiel. Il y avait un graphe comme ça, où en fonction du secteur dans lequel vous êtes et le taux d'utilisation de l'IA, et ben, du coup, quel est votre potentiel d'utilisation d'IA dans ce domaine? Et l'industrie, il y a un potentiel énorme. Parce qu'il y a il y a un manque de connaissances sur à quel point l'IA peut transformer ces industries-là. Et donc un manque de compétences de manière plus légère et moins ambitieuse dans un peu toute équipe. Et donc les effets indésirables, ça va être donc les conséquences de la mise en place. D'accord. Donc là, j'ai vraiment parlé du frein qui fait que c'est long à mettre en place, que c'est dur, mais ce qui va être une conséquence une fois que ce sera mis en place, ça va être potentiellement les failles. Donc, on va avoir potentiellement des attaques sur nos modèles. On va pouvoir voler nos données à travers nos modèles. On va pouvoir modifier nos modèles sans même qu'on s'en rende compte. Donc, il y a tout ce qui est attaque de modèles. C'est super intéressant. Wikipédia a une très bonne page là-dessus. La partie sécurité, donc sur l'interprétabilité des modèles, beaucoup de domaines encore comme la conduite autonome, la santé ou les banques, on n'utilise pas tant que ça d'intelligence artificielle. Parce que comme c'est pas très interprétable souvent, on arrive à interpréter un peu, mais c'est pas aussi net qu'un ensemble de décisions bien établies, bien claires, eh bien, on ne peut pas se permettre souvent d'avoir quelqu'un qui meurt et qu'on puisse pas dire pourquoi. Voilà. Et qu'on ne sache pas vraiment qui est responsable de sur quoi. Je n'ai pas mentionné ça, mais ça en fait partie. Donc, les problématiques de sécurité, problématiques importantes qui ont des effets potentiellement graves, vont aussi être un aspect limitant du développement de l'IA. Et dans les autres problématiques, on a aux États-Unis, ils sont un peu plus rapides dans l'implémentation des choses, dans la mentalité de test, trial and errors. Et donc, ils avaient testé des modèles pour, par exemple, faire des jugements rapides pour filtrer un peu les personnes qui devraient être jugées. Et effectivement, il y a des problèmes de biais énormes, racistes. On a aussi ce problème de bulle de filtre euh, avec les YouTube et toutes les chaînes sur lesquelles on s'informe qui vont nous exploiter notre biais d'autoconfirmation. Si c'est bien ça, je me sens plus là, j'ai un doute. Mais on aime entendre et on aime se renseigner sur des choses qu'on connaît et qui disent des choses qui sont d'accord avec nous. Et donc, on risque d'avoir, en fait, ça va filter out, ça va vraiment supprimer tout ce qui serait un avis divergent et qui serait donc potentiellement très important pour
avoir du recul et une plus grande ouverture d'esprit. Donc, dans les 2-3 minutes qui me restent, on a combien là? Il est. Ah, 1 minute, d'accord. Bon. Est-ce que je peux prendre 2-3 minutes ou est-ce que c'est compliqué? Oui, 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 bon, 2, 3 minutes, vas-y, il n'y a pas de souci. Très bien. Bon, c'est le dernier aspect sur la montée en compétences. En plus, vous avez mentionné que vous étiez un peu intéressé, mais quand même pas la majorité d'entre vous. Donc, je vais être assez rapide. Euh, Pourquoi monter en compétences? Donc, Je vais d'après. juste lancer en même temps, excuse-moi Oui. Alexis, hein, le sondage concernant le domaine professionnel de chacun, de façon à vous connaître un peu mieux, pour pouvoir répondre justement à cette montée en compétences. Merci. Bah, de toute façon, vous êtes ici aujourd'hui. Je pense que, il y a déjà un biais de sélection. Donc, vous êtes déjà tous intéressés par le fait de vous cultiver et de monter en compétences. Mais donc, je remets un peu quand même ici précisément quelles sont les compétences attendues d'après McKinsey dans le monde qui est à venir, hein. C'est une prédiction, bien évidemment. On ne sait pas si ça va se réaliser. C'était en 2018. Donc là, je l'ai mis cette fois-ci. Les choses ont évolué, mais je pense qu'on est quand même toujours dans à peu près les mêmes nécessités de savoir programmer, d'accord? D'avoir des basic digital skills, donc des compétences vraiment sur les outils informatiques classiques. Je vais y revenir juste après. Et sur tout ce qui est créativité, pensée vraiment complexe, on va dire, élaboré. Euh, et donc, tout ce qui serait un peu ce qu'on peut appeler une expertise. Voilà. Donc, en fait, il y a avoir une expertise qui fait que bah, l'IA va toujours avoir du mal à suivre. Parce que si on. Bon, enfin, toujours, je ne sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, quand on a une expertise dans un domaine, on est quand même relativement sain et sauf par rapport à l'IA pendant quelques années. L'aspect créativité et les aspects de programmation. Euh, donc là, je le mentionne pas trop. Alors, c'est vrai que j'aimerais quand même savoir qui vous êtes tous, mais ceux qui sont, comme je l'ai mentionné, le plus sains et saufs, ce sont vraiment les personnes qui sont dans le monde physique, le monde des objets qu'on manipule, puisque ça demande de la robotique, et ça, c'est beaucoup plus lent à évoluer. Le parcours que je vous propose, et je crois que c'est quasiment ouais, c'est ma dernière slide, à peu de choses près. Euh, En 5 étapes, si on devait résumer ça en 5 étapes. Donc, déjà, se cultiver et connaître quelles sont les opportunités de l'IA, c'est une première très bonne chose. En deuxième, donc, maîtriser quand même suffisamment bien les outils informatiques de base, Excel, toute la suite Microsoft. Hein. Là, j'ai mis que Microsoft, mais bien évidemment, tous les concurrents sont aussi très bien. Power BI, pour ce qui est graphique, ça se développe quand même énormément dans les entreprises. Hein. Le fait de pouvoir analyser la donnée sans être data analyst compétent en statistique, on peut faire des analyses très pertinentes pour une entreprise. Et Power BI notamment, Tableau et ce genre d'outils sont quand même très efficaces pour avoir des visualisations interactives qui sont donc plus intéressantes que d'être dans Excel directement. Ensuite, une fois que vous avez ce socle, que je pense que vous avez à peu près tous, hein, j'imagine, mais bon, euh, ça reste quand même un chemin de pensée. Il y a la partie analyse avancée. Alors, intéressant, peut-être que ça va m'aider à changer mon discours. Le retour du sondage. Dans quel domaine professionnel travaillez-vous? Informatique, technologie, communication surtout, marketing, éducation, finance. Donc, un peu partout et surtout en communication. Euh, donc, du coup, en communication, si vous avez bien une chose que vous pouvez faire, c'est de progresser en analyse de données avancée. Donc, vous faites tous de l'analyse de données, j'imagine déjà, mais par avancée, j'entends plus robuste. Parce qu'on peut facilement donner un chiffre, mais on peut difficilement, beaucoup plus difficilement, donner un chiffre qui soit correct. Et c'est pareil pour les IA. Elles arrivent à produire des choses, mais produire des choses où on est sûr que ce soit correct, c'est une autre histoire. Et donc souvent, quand on va euh, communiquer, on va pouvoir bénéficier d'une meilleure compréhension de nos données. Et donc avec des outils statistiques plus avancés de machine learning, vous avez énormément de formations disponibles partout sur Internet et nous en donnons également aussi sur comment améliorer sa capacité d'analyse. C'est le point presque le plus important pour tout un chacun. Si vous voulez aller encore plus loin dans votre chemin d'apprentissage pour être compétitif sur le marché du travail, vous pouvez vous former en programmation. Donc aujourd'hui, si vous ne vous posez pas trop de questions, formez-vous à Python. C'est un très bon départ. Vous pouvez aussi regarder un peu HTML, CSS, JS parce que JavaScript,
Si vous êtes en communication, j'imagine que pouvoir faire des beaux visuels sur des explorateurs, donc sur Google Chrome, etc., ça peut être très pratique pour vous de pouvoir faire des sites et tout ça. Et en dernière étape, on va dire, ben, le summum, c'est d'avoir à la fois son expertise métier, donc votre expertise en communication, votre expertise en finance, et l'expertise technique, c'est-à-dire que vous soyez aussi très bon en analyse de données et en programmation et en machine learning. C'est possible, hein, c'est possible. Ça demande beaucoup de travail d'auto-formation tout au long de sa vie. Mais c'est ce dont Andrew Ng, hein, qui est celui qui avait créé notamment Coursera et le super cours, le super MOOC Machine Learning de l'université de Stanford, c'était sa prédiction et je pense qu'on le voit se réaliser de plus en plus chaque jour, hein, que le futur de l'IA, c'est pas seulement des data scientists ou des algos qui remplacent tout le monde, mais c'est pour l'instant en tout cas beaucoup des personnes qui sont dans leur métier, qui ont leur connaissance de leur métier et qui vont coupler leur connaissance métier avec une compétence technique. Voilà. Et donc, si je finis cette présentation, petite citation de McKinsey, les compétences sont clés, sont un challenge fondamental dans notre ère. Voilà. Et donc, les compétences qu'on a absolument besoin d'obtenir aujourd'hui pour pouvoir suivre tout ce qui est technologie et automatisation, enfin, du moins, ce sont les compétences qui vont nous permettre de suivre le rythme. Voilà, dans ce qu'on a mentionné auparavant. Cette présentation, si vous l'avez appréciée, donc je remercie ces personnes que je ne connais pas du tout, mais qui ont permis d'avoir un très bon support de présentation, à mon sens, au niveau graphique. Vous aurez les références aussi quand je vous passerai les slides. Merci beaucoup. J'espère que c'était pas trop dense et que vous avez pu en retirer quelques informations. Si vous avez des questions, je vois qu'il y a beaucoup de petits numéros là qui sont affichés en bas. Donc, on va pouvoir commencer à répondre aux questions. Merci beaucoup Alexis, merci pour cette présentation. Donc au niveau des questions, effectivement, on a à peu près une dizaine de questions. Première question de Karine Mbala. Quels sont les métiers qui sont liés à la finance et l'IA, s'il vous plaît, pour un jeune diplômé? Alors là, ben, en fait, on n'a pas besoin de parler d'IA tout de suite. Je pense que si vous vous posez cette question, vous devez éventuellement, enfin, excusez-moi si jamais ce n'est pas le cas, hein, mais je pense qu'il faut déjà vous renseigner sur le métier de quant, qui est l'analyse quantitative, donc avec déjà des modèles qui sont très poussés et qui permettent du coup de pouvoir avancer dans le monde de la finance. Voilà. Et donc, c'est des métiers complexes dans lesquels, effectivement, il y a beaucoup de recherches sur l'utilisation de l'IA pour améliorer la modélisation dans ce domaine. Mais en gros, c'est les métiers de quant. Et c'est ce par quoi j'ai commencé. Alors ensuite, on a une question d'Oudry. Vous avez écrit les enseignants dans les métiers remplaçables par l'IA, mais sans trop détailler. Ah oui, oui, désolé. Ben, comme je vous mentionnais, effectivement, j'ai mis quand même pas mal de choses sur lesquelles je ne me suis pas trop attardé, hein, parce que ça aurait été, j'aurais encore plus explosé le timing. Euh, Moi-même, je suis majoritairement enseignant aujourd'hui et je suis convaincu, donc c'est très personnel, hein, qu'on est presque complètement remplaçable. Donc c'est une question de temps, ce ne sera pas forcément demain, hein, bien évidemment. Mais donc, comment est-ce qu'on peut être remplacé? Aujourd'hui, bien évidemment, l'IA va nous aider, elle nous aide à construire des cours, à construire des présentations notamment. Ça va nous aider à faire des choses qui sont plus adaptées aux étudiants. Mais à l'avenir, si les chatbots deviennent encore meilleurs, en fait, un chatbot, il est inépuisable, il peut travailler la nuit, il est potentiellement moins cher, on peut l'utiliser partout sur Terre dès lors qu'on a Internet. Il peut vous connaître beaucoup mieux qu'un enseignant ne peut le faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il peut connaître beaucoup plus de choses, hein, parce que bon, moi je connais quand même, ça fait un moment que je suis dans le domaine, mais mine de rien, l'IA, là aujourd'hui, ChatGPT, il connaît énormément de choses que j'ignore sur mon propre domaine. Donc aujourd'hui, on dit que les ChatGPT font des erreurs, mais ça ne fait que s'améliorer. Ça s'améliore majoritairement, même s'il y a certains points sur lesquels ça peut diminuer. Donc, tout ça, plus le fait que eh ben, en fait, le chatbot peut communiquer. C'est comme si le chatbot pouvait permettre de faire un cours particulier avec chaque étudiant. Et le cours particulier, à mon sens, c'est le mode le plus efficace puisqu'on peut vraiment savoir comment la personne pense, de quoi elle a besoin, à quel moment, quelles sont ses compétences actuellement, qu'est-ce qu'elle désire. Et tout ça, plus l'IA va progresser, à mon sens, bien évidemment, c'est complètement personnel, plus les profs seront remplaçables. Aujourd'hui, je suis déjà convaincu qu'un prof doit majoritairement être un bon pédagogue et pas du tout être là pour transmettre de l'information. Enfin, la majorité des cours qu'on a en université, en école d'ingénieur ou en école de commerce,
cette information est déjà disponible dans des livres ou sur Internet très facilement d'accès et gratuitement dans beaucoup de situations. Donc les profs, à mon sens, sont déjà aujourd'hui plus sur ce que ça pouvait être il y a je ne sais combien d'années à transmettre de l'information, mais surtout à être capable de savoir ce qu'une personne a besoin à un moment T. Mm, Ça, oui, un algo pourrait bien le faire. ouais. Nathalie David, qui cite une expérience sur son métier impacté par l'IA, recouvrement contentieux, IA, l'aide à la décision utilisée par le juriste, machine learning pour les tâches de saisie, enquête à générer et résultats à saisir automatiquement. L'IA est utilisée pour interpréter les données collectées automatiquement et l'aide à la décision du juriste, qui gère le dossier, engage les procédures, décide de la stratégie du dossier. Typiquement, hein, c'est effectivement, tu vas rebondir là-dessus, mais le domaine juridique, vu la masse de données et de connaissances qui sont amenées à gérer, va être un secteur qui, lui, va être fortement impacté. Oui, merci pour ce message. Vous avez vu, je l'ai copié-collé, il est très intéressant et je le garde en note. Effectivement, à mon sens, pourquoi, et c'est peut-être là où je peux vous aider, parce que vous avez déjà une bonne connaissance de ce qui se passe, ce que je comprends. Euh, à mon sens, la partie juridique, elle est très soumise à ce risque-là, parce qu'elle est logique. Et donc les IA, leur façon de communiquer aujourd'hui, c'est de faire des liens logiques. Donc peut-être que nous aussi on fonctionne de la même manière, hein, presque plus de la philosophie, ou en tout cas des neurosciences. Mais donc l'aspect logique des différents textes qui sont censés être très rigoureux, c'est précisément ce dans quoi excellent les IA aujourd'hui. Les IA ont tendance à être trop précises en fait. Et justement, par exemple, Yann Lequin vient de publier une structure sur laquelle il travaille depuis plusieurs années pour faire de la détection d'objets sur les images, ou de la génération plutôt d'images, et pour pas que ce soit de la génération pixel par pixel. Parce que les IA font ça, mais du coup, ça leur empêche d'avoir une compréhension qui ressemble plus à la nôtre, dans leur vision du monde, qui serait un truc un peu plus général. Nous, on n'est pas capable de savoir pixel par pixel, dessiner un truc. On a une vision générale. Et donc, les IA sont bonnes dans ce qui est très précis. Et c'est le cas de tout ce qui est juriste, de tout ce qui est juridique, sachant qu'en plus, des énormes documentations très, très précises et claires donc oui, effectivement, c'est un domaine très visé par l'IA. Alors, on a aussi une question de Karine sur quelles sont les compétences pour exploiter l'IA, s'il vous plaît. Alors, tu as déjà plus ou moins répondu à cette question, hein, sur les compétences, notamment machine learning, sur le code, etc. Donc, je propose qu'on passe à une autre réponse. D'accord. Mais disons, programmation, analyse de données, ça fait déjà un bon début. Avec quel logiciel, toujours de Karine, avec quel logiciel procède-t-on à la gestion des flux de données, hormis Access? Ah, alors, bah, vous avez plein d'autres déjà systèmes de gestion de bases de données. D'accord? SGBD, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Vous parlez d'Access, mais il y a, moi, par exemple, PostgreSQL que je préfère très nettement Access, même si effectivement, Access, c'est Microsoft, donc ça s'intègre avec Excel et tout ça dans une entreprise, donc c'est cohérent. Mais vous avez donc plein d'autres systèmes, notamment Postgre, Cassandra. Donc là, on parle des systèmes de base de données structurées. C'est pour la donnée structurée. Mais aujourd'hui, ce qui se passe quand même, c'est qu'on a beaucoup de données non structurées. Donc quand on a beaucoup de textes, c'est de la donnée non structurée, des grands textes, des images, des choses comme ça. Et donc, on va avoir besoin de... alors, attends, ça m'échappe. Euh, bon, les noms m'échappent, peut-être qu'ils me reviendront plus tard. Mais donc, vous avez le système de base de données non structurés qui vous permettent de gérer les deux. Et ensuite, vous allez avoir donc ce qu'on appelle les data lakes qui vont pouvoir faire travailler sur les deux en même temps. Donc, euh, Si tu parles de données non structurées, tu parles de données de type document, c'est ça? MongoDB, voilà, c'était ça. MongoDB, oui, c'est ça. MongoDB notamment, parce que j'essaie de vous donner des noms quand même, de ne pas être trop vague. Mais il y a énormément de logiciels concurrents. Donc, ce qui est plus intéressant, c'est vraiment, il y a la partie données structurées, données non structurées. Et déjà, avec ça, on peut faire beaucoup de choses. Et ensuite, tout ça, on en fait une sorte de data lake où on va pouvoir aller piocher et nos algorithmes vont pouvoir aller travailler sur toute cette donnée en même temps. Alors, deux réponses, deux questions de Sophie qui sont à peu près la même, hein, sur l'impact de l'IA sur les designers graphiques et notamment sur la notion de création. Ça, je vais répondre parce que c'est peut-être plus mon domaine. Tu rebondiras là-dessus. Alors, l'impact pour est certain, tout simplement parce que euh, l'IA
et générateur notamment de visuels et de temps en fait passé sur les visuels. Ça ne peut pas remplacer en fait la démarche créative. Ça, je suis intimement convaincu que la démarche créative, notamment dans certains domaines, c'est de donner un cadre à la création de contenu. Une IA peut proposer du contenu, mais par rapport à des supports déjà existants. Mais c'est une modification profonde en fait de la création à la même échelle. Je dirais que c'est le même type de modification à l'échelle que l'invention de la photographie pour les peintres. C'est-à-dire que les peintres étaient là pour reproduire la réalité. La photographie le faisait de manière totalement automatique. En appuyant sur un bouton, on reproduisait la réalité et ça a modifié totalement la peinture. Et c'est ce qui a permis l'émergence de l'abstraction et de tous les courants artistiques qui sont basés sur l'abstraction dans la peinture. Donc, on est sur ce type d'évolution, c'est-à-dire que on va avoir une modification profonde de l'acte créatif à part entière, particulièrement dans le domaine graphique. Alexis, je te laisse la parole. Bah, j'ai deux points là-dessus. J'en ai un qui vient un peu de contredire, Ah, mais ça va dans le même sens, c'est-à-dire que ça va énormément transformer ce métier, hein. Ça, là, mhm. effectivement, je pense que, enfin, il ne doit pas y avoir beaucoup de monde qui doute de ça. Euh, mais le seul point de contradiction que j'ai, c'est pas juste comme la photographie. Parce que la photographie, c'est un outil qui nous permet de capturer, et je fais beaucoup de photographie, justement, j'ai un autre exemple par rapport à ça aussi. C'est un outil qui nous permet de capturer différemment, mais ce qu'on veut capturer. Oui, j'entendais, en fait, quand je parlais de photographie, c'était le même type de révolution D'accord. culturelle et en fait que c'est pas, en fait, là, c'est le même type de révolution. L'ampleur de la révolution de l'IA, ça sera de la même ampleur que la révolution de la photographie quand elle est apparue. Ok. Et du coup, sur l'aspect créatif, la nouveauté avec l'IA aujourd'hui, les IA génératives, c'est qu'elles nous proposent des créations. Nous, avec trois mots, on ne sait pas forcément ce qu'on veut et on va avoir plein de propositions de création. Et ça, c'est nouveau parce qu'avant, avec la photo notamment, mais avec plein d'autres outils qui permettaient d'augmenter la productivité dans les métiers du design et de la communication, on avait des outils qui nous permettaient d'aller plus vite dans ce qu'on voulait précisément. Mais on n'avait rien qui nous suggérait vraiment quoi faire. Du moins, je ne suis pas un expert de ce domaine, mais voilà. Et donc, moi, par exemple, donc, je fais beaucoup de photographie sur mon temps libre. Et là, j'ai avec un collaborateur, on va aller sur un festival de musique. On va poser un stand pour vendre des photos, faire de la photo et tout ça. Et ben en fait, on a créé notre fond photo en 3 minutes. Et c'est un fond qu'on apprécie beaucoup. C'est quelque chose de très, ça fait très science-fiction et tout ça. Et on l'a créé avec 1000 journées ou Dali 2, je ne sais plus, en vraiment 300 minutes. Je ne sais pas dessiner, je suis très mauvais en dessin. Et donc, c'est énorme. Et en fait, on a juste mis des mots-clés, trois, quatre mots-clés, et on s'est dit, ah oui, tiens, c'est vrai ça. L'algo a fait ça de cette manière-là. On va peut-être partir par là. Donc, c'est aussi force de proposition dans la créativité, même si, et donc c'était mon deuxième vrai point, légalement, aujourd'hui, on est encore considéré comme étant les artistes, les créateurs. Et donc, ça aide à construire notre vision, mais on est encore considéré comme les auteurs de nos œuvres. Ouais, tout à fait. Alors, autre question, David demandait, IA et le chat GPT vont-ils remplacer à terme les journalistes? Si oui, quelle attitude prendre pour ne pas être obsolète? Alors ça, c'est intéressant comme question parce que Ah. les journalistes peuvent être effectivement impactés, mais il y a la question de l'analyse systématique et de filtrage des contenus qu'une IA ne se pose pas forcément, je pense. C'est un sujet, alors moi je ne suis pas expert du tout je ne connais pas bien ce métier, donc ce que j'allais dire, on en parlait justement avant-hier avec Richard, hein, il y a onclusive, donc tout dépend de ce qu'on appelle journaliste. Euh, Si on ramène ça à la capacité d'écrire des articles très fréquemment qui ne sont pas très poussés, donc ce qui est un peu omniprésent sur Internet, il y a l'entreprise onclusive qui a viré 200 personnes pour les remplacer par l'IA, ou du moins Mhm. qui est dans le process de le faire. Euh, Maintenant, un journalisme poussé, faut voir ce que c'est. Parce que si c'est la capacité d'agréger de la donnée sur Internet, les IA ont quand même accès à beaucoup plus de données que nous, d'une certaine manière. Avec le temps, plus leur capacité de synthèse va s'améliorer, plus on va réussir à potentiellement créer des IA journalistes. Mais je pense qu'on va créer des IA n'importe quel job, hein. Je vous le disais tout à l'heure pour enseignement et je suis enseignant.
Euh, Ce qui, je pense, peut vous permettre de vous sauver un peu d'être complètement remplacé à terme, c'est la partie du monde physique, où vous avez besoin d'aller physiquement quelque part pour photographier, pour interviewer. Et ça, c'est la prise de données. Donc, tant qu'on n'a pas des robots qui font ça, et là, on en est très très loin pour le coup, euh, on n'a pas ça avant 40-50 ans, à mon avis. Parce que vraiment, c'est physique. On a des problèmes physiques qui nous limitent énormément, sans parler de toute l'extraction des minéraux qui ne font que réduire. Je parle de ça très brièvement, mais les minéraux ne font que réduire. On a besoin d'énormément de matière pour construire les robots, mais aussi pour faire tourner l'IA. Et donc, que ce soit dystopique ou utopique, l'évolution de l'IA, c'est quand même potentiellement, il y a un gros risque que ça puisse être chamboulé par le fait qu'on puisse plus aller extraire ce qui est nécessaire pour construire des ordi, des serveurs. Quand on utilise ChatGPT aujourd'hui, c'est les serveurs qui tournent et ça s'use. Et donc, on a besoin d'en refaire de nouveau. Et donc, là, on les use très vite parce que toute la Terre utilise ChatGPT pour lui poser des petites questions. Et donc, potentiellement, ça, c'est un gros risque. Je me suis complètement égaré. Je ne sais même plus de quoi on parlait. C'était Désolé. en fait sur le journalisme. Tu parlais du Le journalisme. journalisme. Et C'est ça. grosso modo, il y a aussi un biais, c'est-à-dire que le journalisme, et c'est souvent aussi une orientation qui peut être, par exemple, politique au niveau du discours. Et ça peut être compliqué de mettre ce biais-là dans une... ou pas, hein, mais ça peut être compliqué de le Ouais. mettre dans une IA. Donc, Mm, il faut, encore une fois, je vais me faire l'artisan du diable, c'est l'IA est un fantastique potentiel pour tous les métiers ça, en termes de productivité. Et pour l'instant, on en est à cette étape-là. Mais on ne sait pas, effectivement, dans quelques années où on en sera, parce que avec les problématiques, disponibilité des matériaux, etc. On va mm. traiter rapidement les dernières questions, parce qu'on a un peu débordé, il est 21. Euh, alors, c'était juste en quelques mots. La machine va-t-elle apprendre à devenir experte? Oui, je pense que les machines sont déjà expertes sur certains sujets. Et le plus gros problème qu'on a avec leur expertise aujourd'hui, c'est qu'elles font des erreurs graves. Mm, Erreurs qu'on ne ferait pas en tant qu'expert couramment. Mais on a quand même plein d'experts qui se contredisent, donc il y en a sur certains sujets, forcément qu'on tort. Donc il faut quand même aussi prendre du recul par rapport aux erreurs que font les IA. Les humains font des erreurs, hein, donc, et l'IA, on peut les corriger plus facilement. Elle a moins de problèmes d'ego et elle a moins d'inertie, et ça, c'est moins compliqué potentiellement de lui faire changer d'avis. Donc, oui, c'est sûr que la machine devient experte et elle l'est déjà sur pas mal de sujets, hein. mm, Moi, enfin, j'approfondis les maths là, parce que je donne des cours de maths en ce moment. Je ne suis pas un dieu des maths, donc pour donner des cours de maths, je fais clairement appel à ChatGPT. Je peux vérifier l'information avec les différents sites qui ont été écrits par des personnes dans lesquelles on peut avoir potentiellement quand même un peu plus confiance encore aujourd'hui. Mais c'est comme Wikipédia, où on ne faisait pas confiance quand c'est sorti il y a je ne sais plus combien d'années. Tous les profs disaient non, n'utilisez pas Wikipédia, il y a n'importe qui peut écrire là-dessus, donc c'est n'importe quoi. Et aujourd'hui, c'est quand même devenu une référence. On n'a pas peur quand on va sur Wikipédia. De la même manière, je pense qu'à l'avenir, on n'aura pas peur quand une IA va nous dire quelque chose. Donc voilà, mon avis sur la question. mm. Alors, Vincent Béguin qui nous dit, je comprends bien le pouvoir de l'IA sur l'analyse de data documents, mais quelles sont les capacités existantes pour la conception? Plan de fabrication de machines, voitures, plan d'architecture. Pas de Ok. limite à l'IA, où en est-on à ce jour dans le futur? Alors, où on en est, moi je ne suis pas expert, je connais des personnes qui s'y connaissent davantage sur ce sujet. Donc, le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est sur les. En fait, il faut quand même donner encore aujourd'hui, je pense, un ensemble de règles, mais l'IA ensuite va nous proposer des assemblages et filtrer des assemblages possibles. Donc, admettons qu'on soit en train de construire, je sais pas moi, un bâtiment ou plus facilement de la décoration intérieure. Parce que déjà, ça me parle plus et en plus, c'est plus simple. Euh, Admettons qu'on ait un ensemble de meubles et tout ça, donc on a un ensemble de contraintes. On peut créer un environnement dans lequel c'est pas de l'IA, on va vraiment créer un modèle dans lequel l'algorithme ne peut pas faire tout ce qu'il veut, un peu comme dans les jeux vidéo en quelque sorte. Et ensuite, on va demander à l'IA de faire quelque chose de bien et d'évaluer quelque chose de bien. On peut très bien créer une IA qui va devoir évaluer si ce qu'a fait un humain, c'est plus ou moins bien. D'accord? Et on va l'entraîner comme ça, à savoir, en lui montrant des projets qu'on estime être moches et d'autres qu'on estime être beaux, hein, si je simplifie les choses.
Et donc, l'IA va être capable d'évaluer elle-même si un projet est plus ou moins bien. Et ensuite, on va entraîner une deuxième IA en lui disant, bon, bah, fais ce que tu veux. Et par contre, tu as l'autre IA qui va être là pour évaluer si ce que tu fais, c'est bien. Et en fait, ce retour sur ce que l'IA numéro 2 qui construit les choses génère, eh ben, va permettre à l'IA qui se génère pardon, de s'améliorer. Et donc, c'est comme ça qu'on peut, avec des systèmes, c'est comme ça que fonctionne même à l'intérieur, hein, le système génératif de général. Et donc, oui, on peut très bien aujourd'hui déjà, hein, donc il y a certains systèmes qui le font, et je pense qu'à l'avenir, on pourra complètement automatiser des parties comme ça, et on n'aura plus qu'à à mettre des petits prompts pour dire un peu ce qu'on veut, pour modifier des suggestions. Voilà. Très bien. Alors, les dernières, là, on déborde un petit peu, donc je propose que les dernières, sur l'invention de l'IA, ben, oui, elle est capable d'inventer, mais par rapport aux data qu'on lui donne, hein, de toute façon, au fur et à mesure, c'est toujours le cadre hein, qui va correspondre. Mais qu'est-ce que l'invention? Mais qu'est-ce que Et l'invention? comment les humains eux-mêmes inventent-ils? Est-ce que Bah, ça vient complètement de rien ou est-ce que nous-mêmes déjà on a juste assemblé les choses d'une manière un peu différente? oui, je suis d'accord avec toi sur le. En plus, il y a un biais qui est par rapport au mot inventer, parce que inventer est plutôt trouver, trouver quelque chose d'existant. On parle d'inventer, par exemple, un sarcophage. C'était le terme ancien. Donc, inventer, c'est pas créer quelque chose. C'est pas. C'est- Ah oui, c'est- intéressant, Laurence, je vois, excuse-moi, effectivement, l'IA à terme pourrait proposer des prompts en autonomie. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est tout à fait juste. Et en fait, peut-être qu'on peut clôturer là-dessus si ça te va. Euh, Oui, la question de création, c'est un peu la même question que la question de responsabilité, à mon sens. Je ne suis pas du tout juriste, mais il y a un lien assez fort entre les deux où on a créé cette machine et on l'utilise. On considère encore aujourd'hui que c'est un outil, donc on considère encore que bah, ce n'est pas responsable. On ne peut pas envoyer une IA en prison. Enfin, c'est compliqué. Donc, du coup, l'humain reste encore responsable, mais effectivement, c'est une question assez proche de qu'est-ce qui se passe avec les voitures autonomes. Et les voitures autonomes, aujourd'hui, elles peuvent prendre des décisions de quel chemin je prends. Je veux dire, elles ont juste à se faire une sorte de maps intégrée et elles arrivent à prendre des décisions sur les chemins, prendre des décisions sur est-ce que je dois m'arrêter, tourner. Donc, on est très proche par rapport à la création de prompts, parce que même si c'est pour générer du contenu qui serait quelque chose de l'ordre plus de l'imagination, en fait, ça reste des décisions à un certain niveau qui sont relativement créatives. Euh, et donc, on a cette sorte de problématique fondamentale qui est responsable. Aujourd'hui, ce sont les humains. Et donc, c'est ce qui. Voilà, ça reste une question ouverte. oui, ça reste toujours une question ouverte. Je vous propose que l'on close ce webinaire maintenant, parce qu'on a un peu débordé par rapport à ce qu'on avait annoncé. On a débordé d'un bon quart d'heure. Merci à tous pour votre participation. J'espère que ce webinaire a pu vous amener suffisamment d'enseignements et de éclaircir l'horizon de l'IA et de l'utilisation de l'IA pour l'avenir et des modifications de tâches. Je vous invite à rester connecté sur notre profil LinkedIn, notamment parce que d'autres webinaires vont arriver. Notamment, on va avoir un webinaire comparatif sur les IA génératrices d'images. On va faire une petite comparaison entre Stable Diffusion, DALL-E et Midjourney, avec les avantages et les inconvénients. On va aussi parler d'Adobe Firefly. Voilà, on a d'autres webinaires qui sont en préparation. Je vous invite à rester disponible et connecté sur notre profil LinkedIn. Sinon, dans le chat, vous avez notre mail qui est disponible si vous avez des questions ou si vous voulez récupérer le review, le replay de ce webinaire. Certains d'entre vous m'ont demandé la retranscription du chat textuel, donc ça sera aussi disponible par mail. Je vous rappelle l'adresse contact@ziggurat.com. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Et si vous êtes intéressé, bien sûr, nous proposons tout un ensemble de formations sur Python. Vous aurez le plaisir de retrouver Alexis dans les formations Python, Machine Learning et tout ce qui est deep learning sur les formations qu'on vous propose. Et nous avons aussi des formations sur ChatGPT, sur Midjourney, etc. Je vous invite à aller voir notre catalogue sur ziggurat.com. Voilà, il me reste plus qu'à
vous tous à vous souhaiter un très très bon appétit et à vous dire à dans 2 semaines pour notre prochain webinaire. N'hésitez pas encore une fois à rester en ligne. Je vais vous donner le sujet du prochain webinaire qui sera effectivement sur le Figma UX UI. On va parler un petit peu de l'utilisation de Figma et de FigJam dans une démarche en fait de conception web et de création de sites internet ou d'applications. Voilà. Très bonne journée à tous, bon appétit et à très très bientôt. Merci Alexis en tout cas pour ta participation, c'était très très intéressant et nous on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup, Richard. Merci à vous. Merci à vous, bonne journée.